Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Emera Coaching. Je m'appelle Bénédicte, je suis coach, je suis thérapeute, mais je suis aussi et surtout expert Ikigai. Après moi-même un gros burn-out, 3 reconversions professionnelles et un long parcours de DRH derrière moi, aujourd'hui, j'accompagne chacun et chacune à retrouver sa juste place, son flow et son énergie à travers la philosophie Ikigai. Tu es à la recherche de conseils, d'explications, de partage et de motivation. Je te propose de m'écouter et je te propose aussi de te diriger vers mon site internet emera.coach ou de rejoindre mes réseaux sociaux Facebook ou Insta. Allez, c'est parti pour un shoot de motivation à travers Ikigai. Hello tout le monde, eh bien aujourd'hui je suis ravie de te retrouver, de vous retrouver pour vous partager peut-être quelles sont les 5 questions essentielles que l'on peut se poser quand on démarre un chemin d'Ikigai. Parmi ces questions, il y en a certaines que je pose en accompagnement individuel, mais pas toutes, mais il y en a certaines qui résonnent pratiquement à chaque fois. Mais avant peut-être de te partager ces 5 questions et de te permettre de cheminer et de commencer à cheminer dessus, je voudrais juste reposer avec toi, mais en fait, qu'est-ce que c'est que cette notion d'ikigai? Si je le repose, c'est parce que c'est très en lien avec les premières questions à se poser. Et donc, Ikigai, c'est bien évidemment une philosophie. C'est aussi un super outil de développement personnel à partir du moment où on va se dire, tiens, comment je pourrais être à ma juste place professionnellement, puisque dans Ikigai, il y a bien ce pourquoi je suis payé ou je pourrais être payé, mais on peut se poser aussi cette question d'un point de vue global. Et donc, Ikigai est avant tout une philosophie venue du Japon. Donc, ça vient d'Okinawa au Japon, c'est une île, un groupe d'îles au Japon. Et en fait, Okinawa est une zone bleue dans le monde. Alors, les zones bleues, c'est quoi? Il existe 5 zones bleues dans le monde et les zones bleues, c'est ces endroits du monde où les gens vont vivre le plus longtemps, alors c'est déjà sympa, mais surtout le plus longtemps en bonne santé, plein d'énergie, etc. Et donc, il y a 5 zones, il y en a une en Grèce, il y en a une au Costa Rica, il y en a une en Sardaigne, il y en a une en Californie, et puis il y a Okinawa au Japon. Tout ça, bien évidemment, a été étudié, répertorié, etc. Comment ça se fait qu'il y a autant de centenaires là-bas, mais des centenaires qui sont pleins d'énergie, qui sont vitaux, etc. Et donc, il y a certains critères qui ont été observés. Tiens, dans ces zones bleues, il y a ces choses-là qui font que les gens vivent longtemps en bonne santé. Alors, il y a 4 choses qu'on peut énumérer. Alors, tu vas voir qu'il y en a 3 qui peuvent te paraître très bateaux. Donc, il y a bien évidemment d'abord l'alimentation. Ça, on en est tous d'accord, on en est tous conscients qu'une alimentation, un peu cette alimentation à la grecque, d'ailleurs, cette alimentation du Sud, sont les aliments, l'alimentation et les aliments qui vont nous porter longtemps en bonne santé. On est évidemment sur beaucoup de sucre raffiné et certaines choses. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, c'est pas du tout ma spécialité, mais voilà, une alimentation saine est un des garants de je vis en bonne santé longtemps. La deuxième chose, c'est le mouvement. Alors, on ne parle pas nécessairement de sport, mais on parle de mouvement, c'est-à-dire remettre le corps et garder le corps en mouvement. Et ça, on le voit, que ce soit chez des personnes de tout âge, à partir du moment où le corps commence à se cristalliser, à retenir à la fois des émotions, à s'affaiblir musculairement, etc. C'est un peu le début de la fin, si je peux m'exprimer comme ça. Et il n'y a rien à voir avec l'âge, mais c'est intéressant d'observer à quel point remettre le corps en mouvement libère quelque chose. Et donc, le garder permet aussi de rester jeune, longtemps et en bonne santé. Alors, par exemple, dans une zone, je crois que j'hésite si c'était en Grèce ou en Sardaigne, on voit, je pense que c'est en Sardaigne, je vois comme ça qu'il y a une église sur une colline tout au sommet du village et les gens se rendent tous les jours à l'église pour prier, etc. Sauf que pour y aller, forcément, il faut monter cette colline. Et bien, ce mouvement, qui n'a pas pour but de faire du sport, mais plutôt de se connecter à sa spiritualité, va garder le corps en bonne santé. Donc, l'alimentation, 2, le mouvement, 3, c'est les relations et les interactions sociales positives, en fait. Et donc, les personnes qui continuent à vivre longtemps sont des gens qui restent en connexion et en lien, en fait. Et donc, vous savez tous aujourd'hui que la solitude est un fléau et surtout un fléau chez les personnes âgées, où certaines personnes âgées se retrouvent isolées chez elles ou dans des maisons de repos, dans des EHPAD. Et donc, c'est extrêmement triste à observer et garder des relations
positive, garder des connexions avec d'autres personnes, toutes générations confondues, est aussi un des garants de je vais continuer à vivre longtemps en bonne santé. Et on en arrive au quatrième qui du coup se rapproche et donc toutes ces personnes ont également une raison de se lever le matin, un sentiment de contribution, d'utilité, de servir, d'être encore là non seulement pour eux mais aussi pour les autres. Et ça c'est quelque chose qui va garder éveillé. J'ai le sentiment de contribuer. Derrière le sentiment de contribuer, il y a bien évidemment ce sentiment d'utilité, mais il y a aussi ce sentiment et ce besoin de faire partie. Je fais partie d'une communauté, d'un groupe, d'une famille, d'un village, d'un quartier qui a besoin de moi. Et ça me remet en mouvement, ça garde mes interactions sociales et la boucle continue à tourner. Et donc cette notion d'utilité, de aller répondre à un besoin du monde, au Japon, à Okinawa, ils l'ont surnommé Ikigai. Et dans d'autres endroits, ça porte un autre nom. Mais cet Ikigai va être une philosophie qui permet également aux gens de rester longtemps en bonne santé. Donc on a l'alimentation, on a le mouvement, on a les interactions sociales et on a une raison de se lever le matin. Du coup, j'en arrive à Ikigai. Ikigai, c'est vraiment ça. C'est ces 4 bulles, ce pourquoi je suis doué, ce que j'aime faire, ce dont le monde a besoin et du coup, ce pourquoi je suis ou je pourrais être payé demain. Et donc, la bulle, ce dont le monde a besoin, va ramener, entre autres, cette notion d'utilité pour le monde. Ok, et donc quand on s'autorise, là-bas ils ont quasiment tous entre guillemets leur ikigai, c'est-à-dire ils ont tous leur utilité. Quand on s'autorise à le vivre, on a ce sentiment de joie, de légèreté qui va nous garder longtemps en bonne santé. Et donc je nous souhaite à tous de trouver cet endroit dans lequel on peut expérimenter ce pourquoi on est doué, qui en plus fait écho à quelque chose qu'on adore faire et qui sert une communauté, un village, une famille, quelqu'un d'autre et qui me donne ce sentiment d'être utile au monde en fait. Je le racontais justement cette semaine-ci à des personnes que je formais. Je crois qu'une des personnes qui m'inspire le plus sur le sujet pour le moment, eh bien, c'est ma maman. Ma maman a 79 ans aujourd'hui. On a eu un décès. Mon papa est décédé il y a bientôt 5 ans. Et ma maman s'est remise en mouvement. En fait, elle n'a pas de permis de conduire. C'était mon papa qui la conduisait un petit peu partout pour ses courses. Et bien depuis, elle fait tout à pied. Elle fait tout à pied. Elle a vraiment un mouvement dans le corps. J'ai l'impression presque que son corps a rajeuni. Ce faisant, elle rencontre beaucoup de gens, elle a énormément d'interactions sociales, que ce soit avec nous, la famille, des amis, des cercles qu'elle a recréés. Pourquoi? Parce qu'elle a recréé aussi une activité qui fait sens pour elle et qu'elle adore faire. Ma maman a toujours été couturière et aujourd'hui, elle refait des petits travaux de couture pour des personnes. Elle s'est remise à disposition encore plus, elle le faisait déjà, mais elle s'est remise à disposition encore plus de certaines personnes pour faire des petits travaux de couture. Et donc, ce faisant, elle a rencontré ou revu des personnes qu'elle n'avait plus vues. Donc, elle a des interactions avec des gens qui passent chez elle. Elle se sent utile. C'est aussi des jeunes filles qui viennent faire raccourcir, par exemple, leur robe pour les balles de promo au mois de juin. Donc, beaucoup d'interactions aussi avec des jeunes, etc. Et donc, il y a ce sentiment d'utilité, il y a ce sentiment de mouvement, de joie, parce qu'elle est douée pour, elle aime le faire, aujourd'hui elle est utile. Et donc je pense que ma maman, même si peut-être elle ne le sait pas, et j'espère qu'elle m'écoute, est pleinement dans son ikigai et elle fait certainement partie des personnes qui m'inspirent le plus. Donc voilà, en gros ce que c'est que cette notion d'ikigai, c'est s'autoriser à être au cœur de ses talents, de ses dons, de ses joies et de quelque chose qui est utile pour les autres et le monde, tout en sachant que le monde, avec cette bulle, ce dont le monde a besoin, on se calme, ce n'est pas la planète Terre, c'est mon quartier, mon village, là où ça fait sens pour moi. Et je nous souhaite à tous de trouver cet endroit et peut-être de choisir d'être rémunéré pour. Si je reviens sur ma maman, clairement elle est pensionnée depuis des années, mais aujourd'hui elle le fait encore, elle n'a pas besoin d'être rémunérée pour, ça peut être du troc, ça peut être plein d'autres choses, mais aujourd'hui ça fait sens pour elle. Et nous qui sommes peut-être encore, et vous qui êtes peut-être encore à ce moment où vous êtes dans une activité professionnelle pour laquelle vous avez envie d'être rémunéré, c'est intéressant aussi de se poser ces questions. Voilà, c'était un peu en termes d'introduction, mais je pense que c'était vraiment important de reposer d'abord d'où ça vient, en quoi c'est vraiment important de le trouver, parce que ça va vous garder votre corps en super bonne santé très longtemps, et de vous donner un petit peu cet exemple pour que vous puissiez sentir à l'intérieur de vous. Et quand je vous parle de ma maman, je suis certain et certaine que tous vous connaissez quelqu'un qui vit déjà profondément ça. Réfléchissez autour de vous à cette personne qui peut-être est ma maman pour vous, et qui donc fait écho à ça. J'en viens maintenant aux 5 questions
que l'on peut peut-être se poser, que tu peux peut-être te poser maintenant et réfléchir dessus. Je serais ravie d'avoir des échos par rapport à ça. C'est une question que je pose toujours à la fin de la première séance de constat. Je pose toujours cette question. Donc la première question, c'est si tu penses à ton chemin de vie, à tout ce qui a pu peut-être se passer dans des études, dans des voyages, dans des jobs d'étudiants, dans des mouvements de jeunesse que tu as fait, dans des relations amoureuses. Donc ça n'a pas besoin d'être un endroit physique. Ça peut être dans un endroit physique, mais ça peut être aussi au cœur d'un lien, au cœur d'un groupe, au cœur d'une relation. Où t'es-tu senti le plus à ta place? Où as-tu ressenti cet état de je dois rien forcer, c'est juste bien, je suis juste là où je dois être, c'est léger, je suis au cœur de qui je suis, je ne porte pas de masque, je ne joue pas de jeu, je suis là où c'est vraiment bon pour moi. Donc la première question, c'est va peut-être rechercher dans ton histoire là où tu t'es senti le plus à ta place. Alors vous allez dire, bah, c'est bien beau, mais une fois que je l'ai trouvé, en quoi ça peut me dire ce pourquoi je pourrais être rémunérée? Ce qui est toujours intéressant, une fois qu'on l'a trouvé, c'est d'aller chercher les ingrédients qui étaient là. Donc, quand je retrouve, par exemple, que là où je me suis sentie le plus à ma place, j'ai eu comme ça quelqu'un qui m'a partagé que c'était quand il était en Erasmus, en Espagne. C'était récemment un monsieur qui venait faire son chemin d'ikigai et il me dit bah oui mais je ne peux pas repartir en Erasmus et encore moins en Espagne en étant marié, des enfants, etc. Mais qu'est-ce qu'il y avait là en fait? Qu'est-ce qu'il y avait là-bas? Et donc on a pu retracer les ingrédients qui étaient là-bas, que ce soit de l'ordre des interactions, de nouveau de la fête. Il a beaucoup parlé de musique également, il a parlé de joie, il a parlé d'apprentissage. Et donc qu'est-ce qui était au cœur de ça que je peux ramener dans ma vie aujourd'hui? Où t'es-tu senti le plus à ta place? Va peut-être dans un premier temps, rechercher les expérimentations et deux, croiser les ingrédients qu'il y avait. J'accompagne encore une personne pour le moment qui me dit qu'il y en a eu toute une série et quand je regarde, je pense que tout se recroise. Oui, tout se recroise. C'est souvent les mêmes ingrédients qui reviennent, en fait. Deuxième question, donc ça fait vraiment où je me suis sentie à ma place, ça fait écho évidemment à mes dons et à mes passions. Deuxième question qui fait plus écho à ce dont on parlait juste avant, c'est si tu devais aller aujourd'hui satisfaire un besoin du monde que tu trouves insatisfait, inexploré, injuste, qu'est-ce que tu irais faire sur base de qui tu es et pas sur base d'une revanche? C'est vraiment intéressant de dissocier les deux. Si tu devais aller répondre à un besoin du monde que tu te dis mais c'est absolument, il faudrait que ce soit autrement, qu'est-ce que tu irais changer? Donc, tu peux déjà observer ça. Et puis, ensuite, essayer de dissocier ce que tu fais par revanche et ce que tu fais vraiment par mission, par vocation et pour te déployer toi. Alors, si tu vois pas très bien la différence entre les deux, tu vois, on a tous vécu dans notre vie des blessures, des traumas, des expériences, quelque chose d'extrêmement difficile où on se dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Il faut vraiment que je change quelque chose là-dedans parce que je ne veux plus que ça arrive, etc. Eh bien là, il faut faire la distinction entre la partie de moi que je vais faire par revanche et donc qui va en permanence venir réalimenter quelque chose qui n'est pas bon et ce que je fais pour vraiment me déployer. Et ça peut être la même chose, mais c'est dans ce qui va se passer à l'intérieur de toi que ça va être différent. La première chose, si tu identifies des choses qui ont vraiment fait écho en termes de, eh bien, ce serait vraiment une revanche pour moi, j'ai été beaucoup harcelée quand j'étais jeune et je trouve vraiment il faut faire quelque chose contre ça, c'est d'abord d'aller soigner ça, d'aller soigner cette partie de toi qui a été blessée, cette partie de toi qui a souffert, cette partie de toi qui trouve ça injuste, qui trouve ça révoltant, etc. C'est d'abord aller soigner cette partie de toi et puis une fois que cette partie de toi, tu t'es réconcilié avec, tu as pardonné, tu t'es pardonné et que tu peux avancer, à ce moment-là, c'est te reposer la question, tiens, est-ce que c'est toujours ce besoin que j'ai envie d'aller satisfaire ou une fois que j'ai apaisé ça avec moi, en fait, c'est pas ça. Moi, ce que j'aime profondément, par exemple, c'est les animaux et la cause animale ou c'est la place des femmes etc. Et donc, c'est vraiment aller poser ça et faire la distinction entre ce que je fais par revanche parce que ça m'a semblé injuste et je l'ai vécu dans mon corps et ce que je fais vraiment par mission, vocation, pour poser ma voix pour le monde. J'espère que tu vois un petit peu la différence et c'est vraiment intéressant de le dissocier parce que sinon, ça arrive avec certaines personnes qui se lancent à corps perdu dans quelque chose qui les a fait souffrir, mais qui du coup réalimente une blessure qui n'est pas encore soignée. En fait, c'est pas bon. C'est ni bon pour elle, ni bon pour le monde, en fait. Parce que derrière, il y a beaucoup de colère. Et donc, quand on va servir quelque chose qui est bon pour le monde, ce qu'il doit y avoir derrière, c'est beaucoup d'amour, en fait. C'est beaucoup d'amour et pas beaucoup de colère. Et si je pars d'une blessure, je suis encore dans la justice. Qui dit injustice dit colère et c'est normal. Et donc, quel est le besoin du monde que tu aimerais aller satisfaire, mais qui ne répond pas nécessairement à
quelque chose qui a été blessé, mais plutôt à un élan d'amour vers le monde et vers les autres. Ok? Première question, où te sens-tu le plus à ta place? La deuxième, quel est le besoin du monde que tu voudrais satisfaire sur base d'une expansion d'amour? La troisième question, c'est qu'est-ce qui te met au cœur de ta légèreté? Qu'est-ce qui te met au cœur de ta légèreté? Qu'est-ce que tu adores faire, dans lequel tu ne vois pas le temps passer, dans lequel tu peux pleinement te déployer toi et que tu dis oh, c'est trop bien, ça fait déjà 2 heures que je fais ça et je ne l'ai pas encore vu en fait. Est-ce que c'est quand tu communiques sur tes réseaux sociaux? Est-ce que c'est quand tu lis un livre? Est-ce que c'est quand tu vas te balader? Est-ce que c'est quand tu dessines, quand tu peins, quand tu chantes, quand tu couds? Qu'est-ce qui te donne vraiment de l'énergie? Toujours la même question de se dire oui mais ça je ne pourrais pas être rémunéré pour. Pose-toi aussi cette question dans le cadre professionnel. Dans quelles activités professionnelles tu ne vois pas le temps passer? Alors s'il n'y a rien du tout, là la question est plus grande. C'est que clairement tu dois cheminer vers ton ikigai. Mais s'il y a quand même des choses dans lesquelles tu es pleinement en joie, que ce soit personnellement ou professionnellement, c'est intéressant d'aller du coup gratter de nouveau quels sont les ingrédients qui sont derrière ça. Donc la troisième question c'est qu'est-ce qui me met en joie et en légèreté, que ce soit d'un point de vue professionnel ou d'un point de vue privé. Et puis je gratte. Je vais gratter les ingrédients, je vais voir ce qu'il y a derrière, je vais voir comment je peux ramener un petit peu plus de ça. Et si il n'y a que des choses pour le moment personnelles et que tu n'arrives même pas à le faire, rappelle-toi que tes besoins sont sacrés. Rappelle-toi que peut-être ton besoin de lire 1 heure, ton besoin de te promener 1 heure, ton besoin de coudre, ton besoin de peindre, de dessiner, de rire, de chanter est sacré. Et que si tu réponds à ça, tu ne sais pas ce que l'univers va te renvoyer d'autre. Et donc, où es-tu au cœur de ta légèreté? Je mets un petit peu des guillemets par rapport à ça parce que il m'arrive de rencontrer des personnes qui n'ont pas du tout accès à ça. Pas du tout accès ni à la joie, ni à la légèreté. Parce que voilà, c'était pas quelque chose qui faisait partie de la famille, parce qu'il y a eu des circonstances lourdes, il y a eu des décès, des deuils, des maladies, il y a des choses qui ont été portées où la joie ne fait simplement pas partie du quotidien. J'ai une personne comme ça aussi que j'accompagne pour le moment, hein, qui vient d'une famille d'immigration, mais déjà plusieurs générations derrière elle, mais qui dit on n'est pas ici pour rire. On n'est pas ici pour rire. Eh bien, quelqu'un qui a pu porter on n'est pas ici pour rire doit faire un chemin plus grand peut-être pour avoir accès à la joie et à la légèreté que quelqu'un d'autre. Et donc, c'est intéressant de se poser ces questions. Où es-tu au cœur de la légèreté? Quatrième question, on approche tout doucement de l'avant-dernière question. Quatrième question, quand tu regardes de nouveau ce qui s'est passé derrière toi, est-ce que quelque chose a toujours été là? Est-ce que dans ta vie, il y a un fil rouge? Pose-toi cette question. Est-ce que quelque chose a toujours été là? Si je prends mon cas, il y a quelque chose qui a toujours été là, c'est la notion de transmission. Quand j'étais une toute petite fille, j'avais une radio comme ça sur laquelle j'enregistrais des émissions radio. Ça fait un peu écho à ce que je fais avec vous ce matin, mais j'enregistrais des émissions de radio. Après ça, très vite, j'ai commencé à donner des cours de sport. Mon papa m'a laissé certains cours de sport qu'il donnait. Puis j'ai donné des cours de danse. J'étais animatrice dans un mouvement de jeunesse. Et puis je suis devenue manager. Et puis j'ai pris une fonction de ressources humaines dans laquelle je donnais énormément de formation, de transmission. Puis moi-même, j'ai commencé à être indépendante complémentaire. Enfin, partout où je regarde, j'ai transmis. J'ai transmis avec ma voix. C'est fondamental pour moi de transmettre avec ma voix. J'ai besoin que ma voix soit un écho, un micro pour le monde et pour les autres. Ça fait partie de ce qui me met en joie et qui a toujours été là. Eh bien, c'est intéressant de se dire comment je peux faire pour que demain, je sois rémunérée peut-être pour cette partie-là. Qu'est-ce qui dans ta vie a toujours été là? Moi, c'est transmettre et porter avec ma voix. Regarde un petit peu, va rechercher dans des expériences, qu'elles soient professionnelles, personnelles, privées, associatives, bénévoles, du sport, des mouvements de jeunesse, tout ce que tu as pu faire. Qu'est-ce qui a toujours été là? Quel est ce fil rouge qui te suit? C'est peut-être le mouvement, c'est peut-être la joie, c'est peut-être la musique. Qu'est-ce qui a toujours été là? Ça, c'était la quatrième question. Et enfin, la dernière, qui est peut-être un petit peu plus spirituelle, les autres sont quand même plus faciles, j'ai envie de dire, à aller chercher. Si tu devais aujourd'hui décliner le verbe aimer à travers ton activité professionnelle, quel mot tu mettrais dessus? Si tu devais décliner le verbe aimer dans ton activité professionnelle, quel serait ce mot? Je crois profondément que notre raison d'être à tous, c'est de venir aimer et être aimé.
aimer et être aimé par soi déjà, être aimé soi, entre guillemets, et aimer aussi les autres. Je crois que si on n'a tous qu'une raison d'être, c'est ça. Après, on l'oublie, hein, on peut l'oublier en passage, elle peut nous échapper. Nos vies sont très denses. Je le partageais avec une personne que j'enregistrais en podcast aussi mercredi. Nos vies sont très denses et nous font peut-être parfois oublier cela. Et je crois vraiment on a tous sauté dans nos corps pour venir profondément aimer. Mais que aimer va se décliner en toute une série de verbes qui peuvent être guérir, soigner, accompagner, communiquer, être là, enseigner, bâtir, construire, illuminer. Tous les verbes qui sont là vont être des verbes qui sont des déclinaisons du verbe aimer. C'est-à-dire, je conjugue le verbe aimer avec mon activité professionnelle pour être dans l'amour de moi, dans l'amour des autres et du monde. Et toi, comment ce verbe aimer se décline-t-il en fait? Moi, clairement, je sais que mon verbe aimer se décline en être en lien et poser avec ma voix. Être en lien et poser avec ma voix, c'est ma manière à moi d'aimer, en fait. Si je ne peux pas être en lien, si je ne peux pas poser des choses avec ma voix, j'ai le sentiment que ma manière d'aimer n'est pas tout aussi juste, en fait. Alors, j'ai plein d'autres manières d'aimer, mais professionnellement, je sais que je décline le verbe aimer de cette façon-là. Être en lien, poser des mots avec ma voix. Et tiens, maintenant, en vous parlant et en faisant le chemin avec ma voix, je crois, je dirais aussi lire entre les lignes des histoires. J'adore ça. Donc, voilà un petit peu. Et toi, quelle serait la déclinaison du verbe aimer dans ce que tu fais professionnellement? Voilà un peu les 5 questions. Et tu vois, elles font très écho avec ou le centre de l'ikigai, ou le monde a besoin, ou mes talents, mes passions, mes moteurs, mes valeurs. Et donc, quelles sont ces 5 questions? Je te les répète et n'hésite pas peut-être à prendre un petit cahier, à commencer à écrire. Puis n'hésite pas à revenir vers moi si tu veux échanger. Où t'es-tu senti le plus à ta place dans tout ce que tu as peut-être pu vivre? Si tu devais aller satisfaire un besoin du monde, une fois réparé tout ce qui t'a blessé, quel serait ce besoin du monde que tu irais assouvir, réparer, aider? Où es-tu le plus au cœur de ta légèreté? Qu'est-ce qui a toujours été là dans ta vie? Quel est ce fil rouge qui te suit depuis toujours? Et comment tu déclines déjà aujourd'hui le verbe aimer dans ton activité professionnelle? Voilà déjà 5 pistes de réflexion. Je crois que pour cheminer vers son ikigai, c'est quand même un chemin qui demande un peu de temps, qui demande un peu d'aide aussi, un peu d'accompagnement parce que on a toujours tendance à voir de nous les mêmes choses. On a toujours tendance à s'enfermer dans une petite case du je suis comme ça. En fait, je suis comme ça, c'est-à-dire que les autres aiment bien nous mettre dans des cases et nous-mêmes, on continue à se mettre dans des cases. Et donc, je crois qu'à un moment donné, si le jour est venu de se dire, tiens, j'ai envie de cheminer vers cet état de flow, de légèreté et d'utilité pour le monde, qui en plus va maintenir en bonne santé très longtemps, on en parlait au début, mais si le jour est venu de faire ça, je crois que ça nécessite un peu de temps et ça nécessite toujours un miroir. D'abord, le miroir que je vais poser sur moi en osant me dire déjà moi-même ma vérité, mais aussi très souvent le miroir d'un autre, d'un accompagnant, d'une amie, de quelqu'un qui peut être le miroir. Je serais bien évidemment ravie d'être ton miroir si à un moment donné tu en as besoin. Voilà, c'était un petit peu le petit podcast du jour sur les 5 questions pour cheminer. Je te souhaite une très très belle journée et je me réjouis de te retrouver.